On y va, la Euh, scène est à vous. ok, bonjour, je suis Yvan Berlin. Je suis à la retraite, mais j'ai 40 ans d'enseignement de la pharmacologie médicale à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je m'occupe essentiellement, à part l'enseignement habituel en faculté de médecine, de tabac et de la cigarette électronique plus récemment. Évidemment, depuis quelques années, c'est devenu un sujet majeur à connaître. Les connaissances commencent à évoluer et chaque mois, on peut acquérir des nouvelles connaissances. Donc, on va essayer de résumer en 10 questions la situation actuelle sur les produits du vapotage. La première question qu'on doit se poser, qu'est-ce que c'est la cigarette électronique lors de l'avis de Haut Conseil de santé publique qui a été publié en 2022, on a nommé système électronique de délivrance de la nicotine. C'est la traduction de l'expression en anglais qui montre que c'est un système, qu'il y a quelques composants électroniques très peu et que c'est un système qui délivre la nicotine. Alors, c'est un produit de consommation et c'est très important d'avoir en tête que ce n'est pas un produit de santé. Ça veut dire que les fabricants n'ont aucune obligation de fournir des données de santé. C'est en vente libre, donc produit de consommation comme n'importe quoi que vous achetez. Or, c'est un produit qui agit sur la santé. Donc, il y a un problème et une contradiction entre la dénomination du produit et son effet sur la santé. Vous verrez plus tard pourquoi c'est important. Alors, c'est un outil qui est constitué d'une batterie donc, pour fournir l'électricité, donc des piles. Il y a une résistance qui est immergée dans un liquide et quand vous chauffez la résistance, ça crée un aérosol. Donc, ce n'est pas de la vapeur parce qu'il n'y a pas d'eau ou très, très, très peu d'eau dans la solution. Donc, il s'agit d'une solution qui est chauffée par la résistance. Ça ressemble beaucoup à votre bouilloire à la maison. C'est en plus petit, mais le principe est exactement le même. Dans le liquide, on utilise essentiellement des solvants organiques, surtout propylène, glycol et glycérine. Les proportions sont variables et ces solutions organiques sont utilisées parce que la nicotine, il est difficile de dissoudre dans l'eau la nicotine, donc on dissout dans les solvants organiques. Les proportions varient entre 50-50%, 30%, 70%. La glycérine contribue à la viscosité et puis il y a des gens qui aiment bien plus de vapeur, alors ils changent les proportions pour faire une grosse vapeur, comme ils disent. En fait, pour les personnes qui travaillent en santé, c'est un aérosol, c'est-à-dire une solution liquide diluée dans l'air. Il y a des arômes que les fabricants rajoutent au liquide. Les arômes, ils ont identifié quelques 2000 produits chimiques qui font des arômes. Donc, il ne faut pas croire qu'on met la fraise dans la solution, on met un produit qui a le goût de fraise. Donc, ce n'est pas la fraise qui est dans la solution quand vous voulez l'arôme fraise ou l'arôme framboise. Euh, Dans l'Union européenne, le liquide ne peut pas dépasser un contenu en nicotine supérieur à 20 mg par millilitre. Dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, il n'y a pas de réglementation de contenu maximal et il y a des liquides qui peuvent contenir jusqu'à 60 mg, voire plus de nicotine par millilitre. Il faut savoir à ce sujet qu'on estime qu'une cigarette contient, bien sûr, c'est approximatif, à peu près 1 mg
de nicotine, une cigarette manufacturée et une cigarette roulée à peu près 2 mg de nicotine. Ça veut dire que 20 mg par millilitre correspond à peu près à environ un paquet de cigarettes. Et si quelqu'un utilise 1 millilitre par jour de 20 mg, ça veut dire que cette personne va absorber à peu près une quantité de nicotine équivalente à un paquet de cigarettes, un peu moins. Ça n'importe, mais ça vous permet d'avoir une idée de l'apport nicotinique par la cigarette électronique. Donc, bien sûr, en vente, il y a des liquides à 3 mg, à 6 mg, à 11 mg, 12, 18 mg de nicotine jusqu'à 20 mg par millilitre. Euh, Certaines personnes utilisent le liquide sans nicotine. Euh, on est déjà dans la thérapeutique. Après avoir utilisé la cigarette électronique avec nicotine, ils essayent de réduire la quantité de nicotine et peuvent utiliser des liquides sans nicotine. Alors, l'astuce de la cigarette électronique vient en fait de la cigarette, parce que la cigarette, par la combustion, va microparticuliser les substances. Donc, la combustion pour la cigarette et la chauffe pour la cigarette électronique va produire des particules ultra fines qui permettent une inhalation profonde et absorption dans les bronchioles ou alvéoles pulmonaires de tous les produits contenus dans l'aérosol. Donc c'est le mécanisme classique de la cigarette et avec la cigarette, les produits arrivent au fond des poumons, traversent la barrière alvéolo-capillaire et entrent dans la circulation artérielle. Vous savez que les veines pulmonaires, c'est du sang artériel qui arrive dans le ventricule gauche tout de suite. Donc, c'est à quelques centimètres à faire. Et puis, de ventricule gauche dans tout l'organisme et essentiellement dans le poumon par les carotides. Donc, c'est une voie d'administration qui délivre les produits contenus dans la fumée ou dans l'aérosol très vite dans le cerveau. Alors, la première génération, c'était Cigalite, le pharmacien chinois qui a vendu ça en 2002 ou 2003, a conçu une cigarette électronique qui ressemble à la cigarette. Ça délivrait très peu de nicotine et ça ne s'utilise plus. Après, il y a la deuxième génération qui était un peu mieux, vous voyez ici. Ça coûte quelques 10 euros par pièce aujourd'hui dans les bureaux de tabac, mais l'essentiel des utilisateurs, la majorité des utilisateurs utilisent essentiellement le système tank que vous voyez ici, où vous avez la batterie, le réservoir qui dans l'Union européenne est de 2 millilitres et l'embout. Donc à l'intérieur, il y a la résistance et vous pouvez régler l'entrée de l'air et vous pouvez choisir le wattage, donc la température. Donc c'est très astucieux et je dirais même positif parce que l'utilisateur peut régler la température, euh, peut augmenter l'aérosolisation et avec l'aérosolisation, la microparticularisation et peut trouver pour soi-même la quantité de nicotine dont elle a besoin parce que comme tous les fumeurs, chaque fumeur a un besoin en nicotine individuel et les gens sont extrêmement sensibles à cette quantité qui arrive dans le cerveau. S'il y en a moins, ils sont tout de suite en manque. Donc, cet outil donne une bonne biodisponibilité de la nicotine et permet une autotitration. C'est exactement le même mécanisme qu'on voit avec la cigarette.
Alors, la société Joule l'a sorti les pods, ce sont des cigarettes électroniques où vous avez la batterie, ici en gris, et en haut, il y a la cartouche. Donc, ça s'achète séparément. Vous avez la cartouche à 1 millilitre et là-dedans, il y a la nicotine. Et ça, c'est rechargeable. Donc, il y a pas à remplir l'outil. Il faut changer la cartouche. Il y a plein de gens qui aiment ça. Le problème était qu'avec ce système-là, 40% des adolescents américains ont été contaminés parce que ça, on peut bien cacher dans la main. C'était pas interdit à l'école. Donc, les gosses fumaient pendant les cours et ça pose une épidémie et une addiction à la nicotine. Et maintenant, la société Joule croule sous les procès que les parents, les lycées ou les États ont entamés contre cette société. Il y a maintenant des fabricants français qui font le même, donc les systèmes POD. Alors, il faut aller un peu plus loin, à part la nicotine qui est chauffée par la cigarette électronique. Ces dernières années ont apparu d'autres formes d'administration de nicotine avec ou sans chauffe. Vous avez des cigarettes électroniques à chauffer, qui a une batterie jetable, donc qui délivre la nicotine. Vous achetez sur Internet. Il y a des gens qui aiment bien ça, donc ils achètent un PAF, ça s'appelle des PAF bars. Il y a d'autres produits qui, qui sont maintenant à la mode, que vous voyez ici, les pochettes ou sachets de nicotine qui n'ont pas de chauffe, ou les billes nicotiniques. Vous avez entendu la semaine dernière que la ministre de la Santé a décidé, c'est pas récent, la décision française était prise déjà l'année dernière, ça a été confirmé par l'Union européenne de bannir ces délivrances de nicotine, ces produits nicotinés, parce que ça cible essentiellement les gosses qui vont utiliser avec ou sans chauffe et peuvent devenir addicts à la nicotine. Donc c'est pour ça que la France va interdire l'utilisation des nicotines hors système thérapeutique. Et là, pour ces produits-là, on n'a aucune idée si ça aide à arrêter de fumer. En tout cas, c'est utilisé pour administrer une drogue addictive qui est la nicotine chez les jeunes. Alors, la question, on est dans un milieu de professionnels de santé. La question est à quoi ça sert la cigarette électronique? Euh, il faut distinguer son utilisation chez le fumeur et chez les non-fumeurs. Donc, chez le fumeur, ça peut servir à arrêter de fumer du tabac. Il faut faire la distinction entre avec aide d'un professionnel de santé ou sans aide d'un professionnel de santé. Si on entre dans un système de soins, les professionnels de santé doivent connaître, et c'est pour ça ce cours, euh, doivent connaître les pour et les contre de l'utilisation de la cigarette électronique. Il est vrai qu'on peut considérer la cigarette électronique comme un substitut nicotinique qui ressemble beaucoup à la cigarette en termes de biodisponibilité et délivrance de la nicotine, avec une toxicité plus faible. Les gens peuvent utiliser la cigarette électronique sans aide d'un professionnel de santé. Ils vont s'acheter et puis ils utilisent et c'est la majorité des cas. Euh,
dans ce cas-là, la différence est que très souvent, et c'est la majorité des utilisateurs, ils utilisent en associant le tabac, c'est-à-dire quelqu'un qui a fumé 20 cigarettes par jour va s'acheter une cigarette électronique. Ça lui permettra de passer de 20 cigarettes, mettons, à 10 cigarettes ou 5 cigarettes par jour. Et il va continuer ou elle va continuer l'usage double. Ça s'appelle l'usage double, où on utilise le tabac avec la cigarette électronique, c'est-à-dire on alterne l'utilisation dans la journée. Euh, pour les professionnels de santé, c'est une utilité euh, moindre, donc que, il faut être clair, il faut être clair que l'usage double est aussi nocif que l'usage du tabac, voire peut-être plus nocif, et donc il faut éviter de conseiller l'usage double, tabac et cigarette électronique. Euh, L'objectif évident, aussi bien dans un milieu de soins qu'en dehors d'un milieu de soins, c'est arrêter la consommation du tabac, donc tabac zéro, et le tabac sans cigarette électronique. Donc l'objectif final, c'est zéro tabac, zéro nicotine. Donc zéro cigarette électronique à la rigueur. Pour vous donner une idée, euh, ce qui se passe chez un fumeur comparé à un utilisateur de cigarettes électroniques. Quand vous fumez, vous avez ici les concentrations plasmatiques de la nicotine dans le sang veineux et un exemple de sang artériel. Quand un fumeur fume une cigarette, dans ses carotides, vous voyez la flèche rouge, la concentration plasmatique artérielle de nicotine peut arriver à 100 à 120 nanogrammes par millilitre. Donc c'est ça que les gens ressentent quand ils fument. On mesure habituellement la concentration plasmatique de nicotine dans le sang veineux. Évidemment, c'est largement inférieur à ce qui se passe au niveau carotide et au niveau cérébral. Mais ça donne une idée quand même de la nicotinémie. Si un fumeur fume une cigarette, la concentration plasmatique veineuse s'élève à peu près 20 à 25 nanogrammes par millilitre. On a des données avec la cigarette électronique qui montrent que les utilisateurs habituels de cigarettes électroniques arrivent à se fabriquer, si vous voulez bien, une concentration plasmatique de nicotine dans le sang veineux approximativement similaire. On n'a pas de données dans le sang artériel, c'est pratiquement impossible c'est-à-dire voire impossible d'avoir dans le sang artériel, c'est-à-dire ponctionner les carotides pour avoir la nicotinémie après avoir utilisé une cigarette électronique. Par comparaison, vous avez ici le timbre nicotinique qui donne une concentration plasmatique veineuse très étalée dans le temps, qui monte lentement et qui est étalée dans le temps et qui ne dépasse pas 5 à 10 nanogrammes par millilitre. Vous avez en vert, par exemple, une gomme nicotinique qui donne une concentration maximale plus précoce au bout de 5, 6 minutes, 10 minutes d'utilisation, mais les concentrations plasmatiques n'atteignent jamais la nicotinémie obtenue avec la cigarette. Donc c'est ça qui fait penser que la cigarette électronique avec nicotine est un bon outil d'imiter ce qui se passe chez le fumeur en fumant sa cigarette. Alors, la caisse pharmacodynamie, ça veut dire quels sont les effets.
Donc là, on a vu la pharmacocinétique, c'est-à-dire la nicotine dans le sang. Là, vous avez les effets euh, très synthétiquement. Euh, la cigarette électronique peut réduire l'envie de fumer. On voit ça avec les substituts nicotiniques, bien sûr, et évidemment, on voit ça avec la cigarette. La cigarette, en fait qu'après avoir eu une addiction à la nicotine et au tabac, quand on ne fume pas, au bout de quelques minutes déjà, on commence à avoir une envie de fumer. La nicotine est éliminée rapidement, donc au bout de 30 minutes déjà, un fumeur peut ressentir l'envie de fumer. Donc cette envie est corrigée par la cigarette suivante. Ou si on a un substitut nicotinique par le comprimé nicotinique, comprimé à sucer suivant. On peut faire la même chose avec la cigarette électronique, c'est-à-dire on prend une bouffée de nicotine et au bout de quelques temps, on commence à sentir l'envie de fumer ou l'envie de nicotine. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent que les gens parlent pas de l'envie de fumer, mais de l'envie de prendre la nicotine. Et donc, ils refont une bouffée. Et c'est ainsi qu'ils assurent la journée sans envie de fumer. Bien sûr, la nicotine, la cigarette évidemment, et la nicotine aussi, et donc la cigarette électronique aussi, réduit les symptômes de sevrage tabagique qui sont très bien codés. Les symptômes sont définis, vous trouvez dans les manuels, comme l'envie de fumer, comme anxiété, humeur dépressive transitoire, l'insomnie, l'irritabilité et ainsi de suite. Euh, il faut savoir qu'il y a une différence quand on utilise la cigarette électronique entre les jeunes et les vieux. Vieux, je veux bien, je ne sais pas comment définir à partir de quel âge, mais dans la pratique clinique, on voit que les jeunes fumeurs qui passent de la cigarette à la cigarette électronique ont plus de facilité ou apprentissage d'utilisation, c'est-à-dire régler la température, ouvrir le flux d'air, remplir le réservoir. Et quand on est plus âgé, c'est beaucoup plus difficile à apprendre et à utiliser. Imaginez quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, comment cette personne réussit à remplir le réservoir à partir d'un flacon contenant de la nicotine. C'est vrai que parmi les Parkinsoniens, il y a peu de fumeurs, mais disons quelqu'un qui a des tremblements. Euh, c'est difficile à apprendre et les personnes plus âgées, c'est la majorité quand même qui viennent consulter quand ils ont déjà une maladie liée au tabac, d'arrêter de fumer, ils ont du mal à utiliser ces appareils. Donc souvent, ils recourent au système pod ou au système jetable parce que c'est plus facile. Ils achètent, ils tirent dessus et quand c'est vide, il n'y a plus de nicotine, ils jettent l'appareil. Donc, il faut tenir compte de la capacité d'apprentissage de la personne et bien expliquer l'utilisation. Il y a aussi la façon d'inhaler, mais ça, en général, les gens apprennent, même des personnes plutôt âgées qui veulent arrêter le tabac, apprennent assez facilement. Alors, il y a bien entendu les gens qui aiment bien et les gens qui n'aiment pas du tout la cigarette électronique. Donc, ce n'est pas la panacée. Il y a certains qui sont contents avec, ce sont plutôt des jeunes, et plutôt les vieux, ils n'aiment pas du tout parce que ce n'est pas la même sensation qu'ils ont d'habitude d'avoir. Alors, vous entendez partout que la cigarette électronique, c'est un outil de réduction de risque. Alors, comment il faut raisonner sur la réduction de risque?
Donc, il faut savoir que quand on parle de réduction de risque, il y a deux critères qu'on considère, c'est la mortalité ou la morbidité. C'est-à-dire, on va se demander par rapport à une population qui a jamais fumé, quelle est la mortalité, quel est le nombre de morts en plus à âge égal si la population a fumé. Et de la même manière, morbidité, quel est le nombre de personnes qui, par exemple, ont une infarctus de myocarde dans la population de fumeurs par rapport à la population qui a jamais fumé. Alors, si on regarde cette figure, vous voyez en bleu, ça s'appelle le risque de base. Tout le monde a un risque non zéro de mourir. Bien entendu, ce risque augmente avec l'âge et chez les fumeurs, on parle d'un risque en excès. Donc, à âge égal et tout étant égal, un fumeur a un risque en excès dû à son tabagisme et vous voyez ici la première colonne rouge. Donc, ce risque en excès est extrêmement élevé. Ça donne une mortalité précoce de 10 à 15 ans par rapport aux personnes qui n'ont jamais fumé. C'est pour ça qu'on est là. Par contre, si on parle de réduction de consommation, on peut imaginer que la réduction de consommation des cigarettes va diminuer ce risque en excès. En fait, qu'on regarde la mortalité ou la morbidité, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que si quelqu'un passe de 20 cigarettes par jour à 10 cigarettes par jour, en pensant que son risque pour la santé va diminuer, ben, il a tort. C'est la réduction de la consommation de 50 ou plus de pourcents ne réduit pas le risque lié à la consommation des cigarettes. Donc, il faut arrêter, et même avec une cigarette par jour, on a un risque pour la santé assez considérable, voire considérable par rapport à une population qui n'a jamais fumé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un fumeur arrête de fumer? Définitivement, c'est la colonne verte ici, et vous voyez par rapport à son risque de base, correspondant à son âge, à son patrimoine génétique et tout le reste, il reste quand même un peu de risque résiduel. C'est-à-dire, c'est un risque de santé qui est dû à des années de tabagisme. Si on arrête après avoir fumé pendant 5 ans, entre, disons, 16 ans et 21 ans, et on arrête définitivement, ce risque résiduel est proche de zéro parce que tout se récupère. Si par contre on arrête de fumer à 50 ans après avoir fumé pendant 25 ans ou 30 ans, ce risque résiduel est important. Et c'est pour ça, par exemple, que même si on arrête de fumer pendant des années, le risque, pour donner un exemple, du cancer du poumon reste élevé par rapport aux personnes qui n'ont jamais fumé. Donc ce risque diminue un peu avec l'arrêt et avec la durée de l'arrêt, mais ce n'est pas un risque zéro. Donc il ne faut pas croire qu'en arrêtant à 50 ans de fumer, on est comme avant. Pas du tout. C'est-à-dire 25, 30 ans, 35 ans de tabagisme fait qu'il y a un risque résiduel et ça ne devient pas zéro. Il faut attendre minimum 15 ans, donc il faut arrêter tôt pour que le risque se normalise. Alors, dans ce contexte, euh, comment on peut raisonner en termes de cigarette électronique ou SEDEN? Si on utilise la cigarette électronique et on ne fume pas, bien entendu, en fonction de l'exposition antérieure au tabac, le risque peut être diminué. Mais il faut savoir aussi que, comme toute intervention, la cigarette électronique introduit un risque. Pour l'instant, on ne connaît pas assez ce risque, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas de risque. Donc, chaque activité humaine a un bénéfice et un risque. Et ici,
on ne peut pas encore quantifier par rapport à l'arrêt total quel est le risque et par rapport à continuer à fumer quel est le risque, c'est-à-dire le bénéfice de diminution de risque. Et ça, c'est la colonne jaune. Si, et là on a quelques données, si on utilise les deux, je vous ai parlé de double usage, dans ce cas-là, on n'a même pas de notion de réduction de risque parce que le risque reste élevé et selon certaines données, même augmenté parce que vous avez deux facteurs de risque, le tabac majeur et vous rajoutez un peu de risque avec les cigarettes électroniques qui sont difficiles à mesurer, mais en tout cas, le double usage, même théoriquement, ne réduit pas le risque pour la santé. Euh, Alors, quels sont les bénéfices attendus de l'utilisation de la cigarette électronique? Bien entendu, si on arrête la consommation des cigarettes, on gagne beaucoup en termes de santé. Comme je viens de vous dire, ce risque n'est pas immédiat, la réduction de risque n'est pas immédiate. Pour certains symptômes, il y a une diminution de symptômes. Par exemple, quelqu'un qui tousse tous les matins en arrêtant les cigarettes, même en passant à la cigarette électronique, va tousser moins ou pas du tout. Donc, si je vous donne l'exemple de la toux, quelqu'un relativement jeune, sans symptômes bronchiques encore, tousse tous les matins. Donc, il y a un début de BPCO. Si cette personne arrête de fumer, petit à petit, la toux peut disparaître au bout de quelques semaines. Si elle se réintroduit la cigarette électronique, il est possible que la cigarette électronique va introduire une toux qui est assez fréquente avec l'utilisation de la cigarette électronique. Mais il y a un bénéfice global, même si la toux peut revenir ou persister. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Euh, donc, on n'a pas de données sur le bénéfice de l'arrêt par cigarette électronique chez les consommateurs d'autres formes de tabac, pipe, cigare ou tabac oral. Et dans certains pays, la consommation de tabac oral est plus importante que la cigarette en soi. Donc, il faut rester dans les cigarettes et surtout dans les cigarettes manufacturées. On commence à avoir quelques données. Alors, si on parle de bénéfices, il faut parler de risques. Euh, il y a des effets indésirables. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Comment il faut raisonner sur les effets indésirables. Ces effets indésirables peuvent être liés aux composants, la nicotine, le propylène glycol, glycérine, produits et arômes. Et on n'a aucune idée à ce jour si, par exemple, les arômes contribuent au risque lié à l'utilisation et surtout le risque à long terme. Donc, si quelqu'un utilise un arôme, produit chimique, je ne sais pas, de vanille pendant 3, 4, 5 ans, est-ce que ça donne quelque chose pour sa santé? On n'a aucune idée. Je vous ai dit que l'usage double est maintenant clairement déconseillé. Il n'y a aucun intérêt d'associer la cigarette électronique et la cigarette. Donc, c'est clair qu'il faut être utilisateur de cigarettes électroniques exclusivement. Et puis, un risque qui commence à émerger très sérieusement, c'est le mésusage ou détournement d'usage. Ça veut dire on prend l'appareil et on met dedans, à la maison, dans sa cuisine, des produits, substances addictives qu'on achète par ailleurs. Donc, ça peut être le cannabis, dont apparemment, on n'a pas de données françaises, mais l'utilisation est très répandue chez les jeunes, c'est-à-dire ils utilisent l'appareil, cigarette électronique, pour mettre du cannabis dedans. On peut mettre de la cocaïne et d'autres substances, produits synthétiques, addictives, par exemple cannabis synthétique,
qui peuvent servir pour les fêtes de samedi soir. Donc le détournement d'usage de l'appareil, je veux dire détournement du sevrage tabagique, apparemment c'est pas rare et ça concerne essentiellement des jeunes. Alors si on parle des jeunes, il est évident que les jeunes non-fumeurs ne doivent pas être exposés à la nicotine, que ça soit administré par des formes que je viens de vous montrer, les billes ou les sachets, ou par la cigarette électronique. Parce qu'on a des données, surtout avec la cigarette électronique, que si un jeune qui a jamais fumé commence à utiliser la cigarette électronique contenant de la nicotine, va devenir ou utilisateur à long terme de nicotine ou va devenir fumeur. Alors aussi, la question se pose, est-ce que ce jeune qui commence avec la nicotine va devenir utilisateur d'autres substances non nicotinées? Donc ça s'appelle l'effet porte ouverte, ouvrir la porte pour d'autres substances. On n'a pas de données, mais c'est une hypothèse forte. On ne sait pas exactement quel est le rôle des arômes. On sait, et ça, il y a beaucoup de données, que les jeunes utilisent certains arômes et certains arômes ont été interdits, par exemple, dans certains États des États-Unis qui recrutent essentiellement les jeunes, donc qui ont été inventés pour plaire aux jeunes consommateurs et les rendre à terme addictifs. Le problème, c'est l'addiction à long terme. Alors, je vais vous montrer, il y a eu beaucoup d'études avec la cigarette électronique dans le sevrage tabagique. Il faut savoir que toutes ces études étaient des études initiées par les académiques, c'est-à-dire jamais par l'industrie du tabac ou l'industrie de la cigarette électronique, comme ça a été demandé par les autorités de santé à plusieurs reprises dans plusieurs pays en disant vous avez un produit intéressant, déposez-nous un dossier pour avoir une autorisation de mise sur le marché et on regarde et si c'est bon, on va libeller, on va donner un label produit de santé comme un substitut nicotinique de bonne qualité. Donc, c'est jamais arrivé malgré l'appel des autorités de santé en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Voici une étude que nous avons réalisée en Suisse. Il y avait 622 fumeurs randomisés de recevoir la cigarette électronique de deuxième génération à l'époque et un groupe contrôle qui ne recevait pas de cigarette électronique. Et on a regardé à 6 mois combien de personnes étaient abstinentes tabagiques. Et vous voyez 28,9% dans le groupe cigarette électronique et 16,3% dans le groupe qui n'avait pas accès par l'étude à la cigarette électronique. Par contre, ceux qui utilisaient, il s'agit de l'abstinence tabagique. Si on regarde l'abstinence nicotinique, c'était l'inverse. L'abstinence nicotinique était plus élevée dans le groupe contrôle que dans le groupe qui recevait la cigarette électronique avec la nicotine, ce qui est logique parce que eux, ils continuaient à utiliser plus longtemps que 6 mois la cigarette électronique puisqu'il y avait la nicotine dedans. Donc ça montre qu'il y a une utilisation à long terme de cigarettes électroniques contenant la nicotine, même après avoir arrêté de fumer. Si on regarde maintenant les effets indésirables graves étaient similaires et les effets indésirables étaient plus élevés dans le groupe cigarette électronique que dans le groupe contrôle qui est détaillé ici sur ce tableau-là.
dans le groupe cigarette électronique, il y avait plus d'effets indésirables, non graves, qu'on par exemple regardait euh, dans le groupe contrôle 366 événements chez 229 personnes et dans le groupe cigarette électronique 425 événements chez 272 personnes. Vous voyez ici les détails, mais il est clair, c'est normal. Et quand on introduit une intervention, il y a des effets indésirables qui peuvent apparaître. Donc, il ne faut pas croire que l'utilisation de la cigarette électronique est sans effet indésirable. Vous avez ici les détails, essentiellement respiratoires, mais aussi des effets indésirables gastro-intestinaux. Euh, Si on continue maintenant à parler de risques, vous avez cette étude qui est peut-être la première fois décrit les risques associés à l'utilisation pendant une période de 6 mois, mais la question se pose, est-ce que si on utilise pendant des années, comme on a fait avec la cigarette, comme on a mis des années, des dizaines d'années, voire 50 ans pour montrer que l'utilisation chronique de la cigarette est néfaste. Alors, quel est le risque à utiliser la cigarette électronique à moyen et à long terme? Malheureusement, de fait que c'est des produits de santé, ce n'est pas des produits de santé, c'est des produits de consommation. On n'a pas de données comme avec les produits de santé, c'est-à-dire on n'a pas de recueil systématique d'effets indésirables, il n'y a pas de déclaration d'effets indésirables, aussi bien au niveau national qu'européen ou ailleurs. Les fabricants n'ont pas l'obligation de recueillir les données effets indésirables pour rapporter aux autorités de santé. Donc, je répète, c'est un produit de consommation. Or, on est dans la santé puisque les personnes inhalent et peuvent avoir des effets indésirables liés à l'utilisation et bien sûr un effet bénéfique qui est l'arrêt du tabac. Dans les populations spécifiques, ce sont des populations à comorbidité ou les situations physiologiques, donc comorbidité cardiovasculaire, respiratoire, les personnes avec cancer et qui fument, ou dans les situations physiologiques, la femme enceinte fumeuse, allaitante, les mineurs qui passent du tabac à la cigarette électronique, on n'a pas de recul suffisant pour savoir est-ce que c'est le rapport bénéfice-risque est dans le sens plutôt de bénéfice ou le risque. Donc, quelle est notre population cible pour utiliser la cigarette électronique et à quelle dose? Donc, il est clair que c'est utile, on préconise seulement chez les fumeurs, jamais chez les non-fumeurs. Toutefois, il y a une utilisation récréationnelle indiscutable, comme je vous ai dit, et même détournement d'usage. Et puis les fabricants de toutes sortes essayent d'initier les jeunes à la consommation de la nicotine. Sans tabac, c'est la tendance. Donc on préconise en situation de soins, on conseille, et bien sûr on ne peut pas prescrire parce que c'est un produit de consommation, les cigarettes électroniques seulement si nos outils thérapeutiques ont échoué en première intention, comme les traitements de substitution nicotinique ou la varénicline, le Champix qui va bientôt revenir dans les pharmacies. Alors, il faut avoir une idée quelle est la quantité de nicotine que l'ex-fumeur a besoin d'inhaler. Comme ce n'est pas un produit de santé, on n'a que des propositions. Donc, il faut, d'une façon générale, raisonner en milligrammes par jour de nicotine, même chez les fumeurs. Par exemple, un fumeur qui fume un paquet, vous faites l'hypothèse que cette personne a besoin de 20 milligrammes de nicotine par jour.
Donc, vous demandez quel liquide la personne s'achète. Et je vous donne un exemple. Si elle s'achète 16 mg par millilitre de nicotine, c'est-à-dire le liquide, et elle utilise 2 millilitres, donc un réservoir entier, ça veut dire qu'elle a consommé 32 mg de nicotine par jour. Ça vous donne une idée. Si avec ça, elle ne fume pas, c'est très bien parce qu'elle a substitué la nicotine venant du tabac par la nicotine absorbée par la cigarette électronique. Si elle est abstinente, c'est très bien, elle peut continuer. Si par contre elle continue à fumer avec, il faut augmenter l'apport nicotinique pour cette ex-fumeuse. Cet ex-fumeur. Euh, je reviens à ce que je vous ai déjà dit, que n'étant pas de produits de santé, on sait très peu en fait de la cigarette électronique. Si c'était un médicament et avec les essais cliniques réalisés d'une façon standard et standardisée, on aurait une idée et on pourrait prescrire. Actuellement, donc c'est un produit de consommation avec un marché énorme. Seulement en France, c'est un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2023. Donc il y a une augmentation de ventes claire et nette, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. L'industrie du tabac qui détient en partie l'industrie de la cigarette électronique a décidé de passer de tabac à promouvoir à la nicotine avec probablement une astuce que les gens vont devenir addicts à la nicotine et ils vont acheter mes produits ou addicts à la nicotine et après devenir consommateurs de tabac. Donc, il y a un enjeu économique faramineux et on n'est pas en fait dans un système de santé comme on a l'habitude d'être. Alors, quelle doit être votre attitude de professionnel de santé? Si en face de vous, c'est un non-fumeur, l'utilisation des produits cigarettes électroniques et des produits nicotinés est clairement déconseillée. Il n'y a aucune raison d'utiliser des produits nicotinés ou cigarettes électroniques, même sans nicotine. Si c'est un fumeur, l'objectif est thérapeutique, c'est-à-dire arrêter la consommation de tabac. Et comme je vous ai montré un exemple, ça peut être utile. Ça peut aider à arrêter la consommation de tabac en évitant le double usage. Si c'est en situation thérapeutique, il faut considérer que c'est une intervention thérapeutique et revoir la personne comme vous faites probablement, qui sont suivis pour un sevrage tabagique avec les traitements de substitution nicotinique. Si c'est quelqu'un en situation non thérapeutique, un copain, ou vous conseillez un groupe de personnes fumeurs, vous pouvez conseiller l'utilisation, mais il faut clairement dire que le double usage, c'est-à-dire cigarette plus cigarette électronique, est à éviter. Donc, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, on peut discuter un peu. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais on a 30 certainement minutes, donc quelques... on peut faire un débat, oui, oui. Ouais. N'hésitez pas du coup à poser vos questions au docteur en levant la main et puis on fera en ordre de passage. Alors, Madame Oui. Mongeau. Oui, merci. J'ai juste pas très bien compris le calcul du dosage nicotinique pour avoir un peu un équivalent en nicotine du tabac. Oui. Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit. Donc, il faut avoir en tête que
une cigarette contient à peu près, bien sûr c'est très à peu près, mais c'est facile, 1 mg de nicotine. Bien sûr, les gens peuvent en absorber, donc rendre biodisponible pour leur organisme un peu plus ou un peu moins, c'est la façon de fumer, la profondeur de l'inhalation et plein d'autres choses. La cigarette roulée, c'est-à-dire le tabac roulé, on considère que c'est le double. Donc c'est pour ça quand quelqu'un passe de cigarette manufacturée à la cigarette tabac roulé, consomment moins de cigarettes par jour, ils sont très contents, il y a un double bénéfice, ça coûte moins cher et ils croient qu'ils fument moins. En fait, ils fument pareil parce qu'ils vont fumer au lieu de 20, ils vont fumer 10 parce qu'il y a 2 fois plus de nicotine. Vous voyez, c'est très standard chez un fumeur, la quantité de nicotine par jour dont il a besoin. C'est extrêmement sensible. Les gens sentent parfaitement même 1 mg de différence. Donc, chaque fumeur a un besoin individuel en nicotine, mettons 20 mg par jour. Il peut satisfaire son besoin en fumant 20 cigarettes. Il peut satisfaire son besoin en apportant, en ingérant des substituts nicotiniques qui sont une biodisponibilité plus faible. Donc, au lieu de 20 mg, ils utilisent maintenant 30 mg de nicotine de pharmacie substitutif. Parce que la biodisponibilité, donc la quantité de nicotine disponible pour l'organisme, est plus faible avec les substituts nicotiniques qu'avec la cigarette. Alors maintenant, si on considère la cigarette électronique, si la personne utilise une solution qui contient 16 mg par millilitre de nicotine et cette personne consomme 2 millilitres par jour, ça veut dire qu'elle a consommé 32 mg de nicotine par jour. Alors, si j'inverse, si vous avez un fumeur qui fume un paquet, 20 cigarettes manufacturées, vous considérez que son besoin en nicotine est 20 mg par jour. Cette personne aura besoin de minimum 20 mg par jour de nicotine biodisponible que cette personne apporte par substitut nicotinique ou par cigarette électronique, c'est son choix. Vous avez suivi le raisonnement? Est-ce que Oui, c'est clair? oui, super, merci beaucoup. Vous avez également une question de la part de Monsieur Monin. Oui, bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question concernant les sels de nicotine. Oui. On vend de plus en plus de sels de nicotine dans les Oui. magasins en vantant une absorption plus forte et du coup des personnes qui auraient plus de possibilités de se sevrer grâce à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Le sel de Merci. nicotine, habituellement la nicotine est nicotine base, c'est ce qui est dans les patchs nicotiniques, dans les comprimés nicotiniques, et ce qui est dans les liquides pour cigarettes électroniques majoritairement. C'est la société Joule qui a inventé à la place de nicotine base, mettre de nicotine sel. Et ils ont réalisé que ça donne moins d'effets indésirables dans la bouche et une meilleure absorption buccale. C'est-à-dire, c'est moins irritant et ça s'absorbe mieux à travers la muqueuse buccale. C'est toute la différence. Donc, en termes, vous pouvez laisser le choix à l'utilisateur. Si il achète le liquide nicotine base ou nicotine sel, c'est son choix. Ça revient au même en gros.
Certaines personnes n'aiment pas parce qu'il n'y a pas cette sensation dans la gorge qu'avec la nicotine base, et d'autres disent que la cigarette, le liquide à nicotine base est très irritant. Je passe à la nicotine sel. Mais c'est la même nicotine. Et de toute façon, c'est crivé au moment que ça rentre dans la circulation, c'est décomposé. Donc, ça revient au même. C'est une question de préférence. D'accord, Il y a- merci docteur. C'est pas qu'on arrête plus facilement avec l'une ou l'autre, hein. D'ailleurs, on n'a aucune idée, on n'a aucune donnée comparative pour l'arrêt. On devrait. Merci. On peut poser des questions qu'on avait. Écoutons, pardon, Madame Albardi. Oui, bonjour. Donc, on peut proposer la cigarette électronique en deuxième intention, mais à partir de quand on considère que les traitements de première intention n'ont pas fonctionné? Ben, j'ai pas de règles à vous donner. La réalité, c'est que tous les fumeurs savent que fumer, c'est pas bon pour leur santé. Ça tue, c'est écrit sur les paquets. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Ils savent tous. Mais comme ils sont addicts, ils doivent continuer la consommation. Alors, comme ils savent que c'est pas bon, ils essayent. Et ils achètent les patchs nicotiniques, après ils vont chez un docteur. Aujourd'hui, on n'a que les substituts nicotiniques. Certains essayent le patch, ça ne marche pas. Après, essayent les comprimés ou les deux. En situation thérapeutique, il faut commencer d'emblée patch nicotinique plus comprimé ou Mm. gomme nicotinique. D'emblée, euh, à forte dose et à durée suffisante. Ce n'est pas une semaine, 2 semaines, c'est des mois. Alors, si ça échoue, au bout de plusieurs mois, à la rigueur, je peux vous dire que ça a échoué, donc on peut conseiller la cigarette électronique. Euh, j'ai des patients qui sont sous timbre nicotinique et vapotent en même temps. Donc, c'est une substitution nicotinique, c'est totalement hors, disons, Mm. AMM, hein. Mais s'ils ne fument pas et s'ils trouvent leur bonheur, pourquoi pas? Donc, je ne peux pas vous donner de Mm. règles, c'est très individuel. Et puis, certains arrivent et disent, l'année dernière, j'ai essayé les substituts nicotiniques et ça n'a pas marché, je ne veux pas recommencer. Alors, Ouais. c'est au cas par cas. Et là, quand vous dites qu'après plusieurs mois de substituts, c'est un échec, c'est parce qu'ils ont repris la consommation de tabac? Oui, ou ils Mm. n'ont pas pu arrêter du tout, ou en général, c'est même pas la reprise, c'est plutôt l'impossibilité d'arriver à zéro consommation. C'est très long d'arriver à zéro. Il faut pas D'accord. croire que dans- en un jour, c'est extrêmement rare aujourd'hui. On dit, vous arrêtez demain, vous prenez votre nicotine. Il y a très peu qui réussissent. En fait, c'est sur plusieurs semaines, voire mois, qu'ils arrêtent le tabac, je veux dire. Et il faut continuer la nicotine dans n'importe quelle forme. C'est clair que Mm. Donc, le risque, c'est de continuer à être addict à la nicotine et avoir la nicotine pendant des années. C'est ce qu'on voit aujourd'hui plutôt. mm. Donc, on peut associer les substituts nicotiniques avec la cigarette électronique. On peut associer les substituts avec le tabac, mais on ne peut pas associer la cigarette avec le tabac, on est bien d'accord.
Mais on peut associer les substituts avec le tabac transitoirement. Oui. C'est pas l'objectif. Donc, Non, non, c'est pas l'objectif, mais c'est pas si vous contre-indiqué. voulez, c'est pas contre-indiqué, on tolère. Mm. Alors, pour la cigarette électronique, c'est pas vraiment la même situation parce que vous avez et le tabac et la nicotine venant de l'appareil qui ont une pharmacocinétique similaire et puis des données montrent, il s'agit d'une toxicité parce que les gens utilisent à long terme, pas en vue d'arrêt du tabac. Vous voyez, c'est ça la différence. En situation de soins, ils viennent pour arrêter de fumer. En situation hors soins, ils font tout seuls et ils fument un peu et ils sont très contents qu'ils ont passé de 20 à 5 cigarettes par jour en utilisant la cigarette électronique et cela pendant des années. Donc la réponse est non. Bon, vous pouvez utiliser quelques semaines, mais l'objectif, augmenter la dose de nicotine dans votre liquide et pour supprimer les cigarettes fumées. Donc, c'est l'objectif final qui compte. Bien sûr, s'ils n'arrivent pas à être totalement abstinents tabagiques comme avec les substituts, évidemment, il y avait une période transitoire. Mm. Mais le message doit être pas de tabac et à la fin, pas de Si, je vais manger nicotine. là. C'est parce que je suis en visio sur les substituts. J'ai coupé. Oh. Pour l'intervenante. Je ne sais pas si vous avez terminé votre phrase, docteur Berlin. Et, Si, après, c'est il y aura bon. C'est bon. il y aura une question du coup de Madame Gay. Merci. Bonjour. De quelle manière la cocaïne peut être mésusée dans l'usage de la vapoteuse? Ben, moi, je ne sais pas, mais ils savent. Si vous chauffez la cocaïne, vous arrivez au crack. Et c'est connu depuis très longtemps que la cocaïne base en soi fait moins que la cocaïne chauffée. Et en mettant dans le liquide, vous chauffez la cocaïne à 200 degrés. Donc l'effet est plus rapide et plus intense. Mais du coup, ça devient des cristaux de cocaïne et donc c'est rajouté avec Ouais. le produit en fait de la vapoteuse. Oui, ben, C'est il y a ça? des très peu, on a malheureusement même dans le monde entier, il y a très peu de données chiffrées de l'utilisation de substances addictives autres que nicotine. J'ai parlé avec toutes sortes de personnes en France qui ont des enfants, 16 ans et qui racontent que les copains mettent du cannabis dans la cigarette électronique. Apparemment, c'est très répandu, mais c'est des anecdotes, c'est-à-dire on n'a pas de chiffres, on n'a pas de déclaration, on ne sait rien. Oui, j'ai pas entendu. D'accord, bah merci pour votre réponse. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. On a un quart d'heure devant nous. Très bien. Bon. J'en conclus que ça a été très clair. Sur les conversations, on vous remercie, docteur Berlin, sur la clarté de vos informations et puis sur votre présentation. Je vous remercie particulièrement aussi pour votre présence et à vous tous. Je vous propose du coup de conclure cette vidéoconférence. Je vous rappelle qu'elle sera disponible en replay pendant un an donc, sur notre site Moisson Tabac.
Pour tout complément d'information en lien avec la campagne qui est actuellement lancée, n'hésitez pas à vous retourner auprès de nous et on répondra à vos questions ou vos besoins en fonction de votre situation. Et docteur Berlin, je vous laisse le mot de la fin si vous le désirez. Ben, j'espère que ça vous a aidé un peu comprendre la situation. C'est pas si compliqué que ça. Il y a toutes sortes de rumeurs qui courent. Et quand il y a des rumeurs, c'est parce que l'information concrète manque. Et là, c'est le cas de la cigarette électronique. Et puis surtout, c'est très récent l'apparition des produits nicotinés. Et on sait que la nicotine est addictive. C'est pour ça, c'est la nicotine apparemment en forme de cigarette électronique dans certains milieux remplace la cigarette, c'est-à-dire la cigarette chez les jeunes, c'est has been, c'est fini, c'est sale, ça donne des maladies. Allons-y pour la cigarette électronique, c'est chic dans toutes ses formes, hein, pas nécessairement en arrêt de tabac. Hein. Si c'est de l'arrêt de tabac, oui, bien sûr, mais sinon, il faut faire attention de réduire le champ d'utilisation. D'où la décision du gouvernement précédent et précédent d'interdire les produits nicotinés, que ce soit inhalé ou pas inhalé. Donc, imaginez, il y a des sucettes à la nicotine, mais quelle idée de faire des sucettes à la nicotine. C'est, donc, il y a une raison commerciale évidente, mais nous, on est dans la santé. C'est autre chose. Ben, merci bien. Merci à vous tous. Et puis, du coup, on en reste là pour aujourd'hui. Bonne continuation à chacun de vous. À vous aussi. Au revoir.